semaines, j'allais être au chômage, ce qui était assez compliqué, assez violent. Mais d'un autre côté, je me suis dit, il faut que j'essaye de transformer cette énergie-là en quelque chose de positif. Je me suis dit, voilà, écoute, t'as lancé ta conciergerie, t'as 2-3 biens que tu gères et que tu gères plutôt bien. Est-ce que tu profiterais pas justement de ce temps-là qui t'est donné du chômage pour essayer de te mettre à fond dans ce projet, juste pour voir ce que ça donne en fait. Bienvenue dans la Conciergerie Podcast, le podcast qui t'aide à bâtir une conciergerie rentable et sereine dans la location courte durée. Que tu débutes ou que tu gères déjà plusieurs biens, ici on parle concret, terrain, stratégie et méthode pour faire grandir ton activité de conciergerie. Je suis Vanessa et chaque semaine je te partage des retours d'expérience, des conseils actionnables ou des interviews d'acteurs inspirants du secteur. Mon objectif, t'aider à passer au niveau supérieur étape par étape. Dans l'épisode du jour, j'accueille Erika, membre de la Conciergerie Academy. Elle a démarré sa conciergerie avec nous et aujourd'hui, elle va nous présenter ses résultats, ses défis au quotidien et où elle en est aujourd'hui. Tu vas découvrir comment Erika a développé sa conciergerie dans un secteur très concurrentiel qui est l'Île-de-France et comment elle a su se différencier. Un épisode à ne pas rater si toi aussi tu veux démarrer dans un secteur concurrentiel. Si ce podcast t'aide, pense à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles et à le partager à quelqu'un qui se lance ou qui veut passer au niveau supérieur. Bienvenue Erika. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast La Conciergerie. Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire exactement c'est dans quel coin de l'Île-de-France que tu as développé ta conciergerie qui s'appelle À Deux Pas et que tu m'as dit d'ailleurs que c'était un jeu de mots au démarrage. C'est ça, oui, que personne n'arrive à comprendre, mais concrètement c'est A-D-E-P-A-S, À Deux Pas, pour dire que voilà, je suis juste à côté de chez vous. Ce qui n'est même pas forcément totalement vrai, ce qu'il était au début, puisque moi j'habite à Épinay-sur-Seine et je voulais surtout me baser à Épinay-sur-Seine parce que souvent dans les formations on dit vous restez dans une ville, vous vous spécialisez dans une ville. Chose que j'ai pas forcément réussi à faire parce qu'en fait sur tous mes premiers logements il n'y en avait absolument aucun à Épinay-sur-Seine, mais donc du coup je crois que j'en ai 2 maintenant à Épinay-sur-Seine, mais j'en ai principalement à Saint-Denis et à Saint-Ouen. Ok. Tu as démarré à quel moment exactement ? Alors ça fait un bon bout de temps que je me forme parce qu'il y a toujours un grand laps de temps entre le moment où on a la première idée et le moment où on se dit ok on passe à l'action. Mais je pense qu'officiellement, quand j'ai lancé ma micro-entreprise, ça devait être il y a une bonne année et demie à l'époque. Ok. Voilà. Et je me rappelle quand tu as rejoint l'académie, tu avais déjà ta micro-entreprise, tu étais déjà en train de commencer ton projet. Oui. Tu avais déjà des biens ? J'en avais 3, je pense. C'était vraiment ok. au tout début. Je vais déjà trop vite dans l'épisode là. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que tu faisais avant la conciergerie ? Alors, ce que je faisais avant la conciergerie, j'étais étudiante en alternance. Dans le domaine de la tech. J'étais en alternance pour devenir développeuse, alors conceptrice et développeuse d'applications web, si mes souvenirs sont bons. J'étais étudiante. Ok, donc c'était quelque chose que tu avais envie de faire. C'était quelque chose que j'avais envie de faire. Enfin, c'était quelque chose qui était le résultat de plusieurs années d'errance où j'arrivais pas forcément à trouver ce que je voulais. Je suis allée me perdre dans pas mal de domaines. Avant ça, j'ai fait une licence de chimie, ce qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Je suis partie faire des années sabbatiques, je suis allée en Angleterre, je suis revenue, je suis repartie, je suis revenue. Et disons que j'étais en plus sur de plutôt bons rails, parce que le milieu de la tech est un milieu porteur. Et j'avais l'impression que j'avais enfin trouvé cet équilibre. C'est-à-dire que je pense que dans le fond, j'avais pas l'impression de voir beaucoup de gens qui faisaient des métiers passion autour de moi. Donc je savais que j'allais pas forcément faire un métier passion. Mais en tout cas, ça me plaisait, c'était porteur, j'étais plutôt bien payée, j'étais étudiante. Enfin voilà, j'avais l'impression que j'avais enfin trouvé cet ikigai, l'équilibre qui allait me permettre d'être bien. Tout simplement. Ok, mais pourquoi alors la conciergerie ? Disons que la conciergerie, je l'ai commencé en me disant que ça allait être ce qu'on appelle un side hustle. Donc, je me voyais avoir mon CDI, parce que du coup, l'alternance, à l'époque, je pensais aller mener à un CDI. Et pour moi, la conciergerie aurait été un side hustle à côté. J'aurais eu peut-être 3, 4, 5 biens. Ça m'aurait fait mon petit complément de revenus, à faire quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime aussi un petit peu tout ce qui est autour de l'immobilier. On en parlera plus tard, mais de la décoration, du homestaging. Et je m'étais dit, voilà, ça allait être juste mon petit truc à côté. Maintenant, ça s'est arrêté parce que l'alternance n'est pas finie comme j'aurais voulu. Et donc, on m'a annoncé 2 semaines avant la fin de mon alternance que, en fait, ça n'allait pas continuer. Et que, que dans 2 semaines, j'allais être au chômage, ce qui était assez compliqué, assez violent. Mais d'un autre côté, je me suis dit, il faut que j'essaye de transformer cette énergie-là en quelque chose de positif. Et je me suis dit, écoute, tu as lancé ta conciergerie, tu as 2-3 biens que tu gères et que tu gères plutôt bien. Est-ce que tu profiterais pas justement de ce temps-là qui t'est donné du chômage pour essayer de te mettre à fond dans ce projet, juste pour voir ce que ça donne en fait. Juste pour se dire, quand je me mets sur un projet qui n'appartient qu'à moi, et non pas un patron qui peut me dire, en fait, dans 2 semaines, t'as plus de boulot, regarde un petit peu ce que ça donne. Du coup, tu as démarré en étant étudiante, c'est ça ? Exactement. Ok. Aujourd'hui, tu as combien de biens ?
Aujourd'hui, j'en ai 15 et en pourparlers pour en avoir 2 autres. Ok, super. Donc, tu as démarré à 3 et maintenant 15. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu allais t'intéresser à la conciergerie? Ça vient d'où, cette idée? Alors déjà, mes parents, je viens d'une famille où voilà, on n'est pas forcément entrepreneur, mais il y a toujours eu cette notion de se dire qu'aujourd'hui, le boulot ne paye plus. C'est un sujet de toute façon dont on parle pas mal aujourd'hui en France pour des raisons qu'on connaît. Et du coup, mes parents avaient une chambre qu'ils mettaient en Airbnb, mon frère également chez lui, ma sœur également chez elle. Et mes parents, ayant l'âge qu'ils ont et les connaissances, en tout cas technologiques qu'ils ont, m'avaient dit, Erika, si tu pouvais gérer un petit peu tout ce qui était autour de l'annonce Airbnb, la mettre sur ton compte, gérer un peu voilà, tout ce qui est communication. À l'époque aussi, les check-in, puisque ayant vécu en Angleterre, je parle anglais, donc je pouvais accueillir les gens quand ils arrivaient chez mes parents. Et c'est un peu venu comme ça, je savais même pas, parce que voilà, c'est mes parents, ils allaient pas me payer, bien sûr. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient ça professionnellement et qui, en plus, étaient parfois très bien payés pour ça. Donc, c'est de là que je me suis dit, si, à l'époque, si un Side Hustle se présentait, pourquoi pas celui-là, en fait, puisque je le fais déjà. Et du coup, tu as démarré un peu comme beaucoup. Tu t'es dit, je vais avoir un emploi en tant que, du coup, développeuse web. Alternance. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je vais le faire à côté, comme ça, je prends pas trop de risques. Exactement. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu n'avais plus ton alternance, que tu n'avais plus que ça? Est-ce que tu avais l'intention quand même de reprendre un travail, ou est-ce que tu t'es dit, je me mets vraiment à fond dans cette activité? J'ai eu plusieurs phases, c'est-à-dire que du coup, l'alternance, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça se termine comme ça. Donc moi, en fait, dans ma tête, j'étais en mode, voilà, dans 2 semaines, je suis en CDI et ça restera mon side hustle. Donc quand j'ai su que ça ne continuerait pas, en fait, j'étais effrayée. Parce que je pense que ce petit mal-être que j'avais gardé, en tout cas dans toutes mes expériences professionnelles, venait du fait que je pense que tout simplement que le système du salariat ne m'allait pas, en fait. Et que quand bien même je faisais quelque chose qui me plaisait, ce système-là de travailler pour un patron, 9h, 17h, tout ça ne m'allait plus. Et j'avais besoin, en fait, d'autre chose. Alors du coup, au départ, je voulais me retrouver je voulais essayer de faire en sorte de me trouver un travail, mais je pense que ça m'a tellement déprimée de me dire, voilà, il va falloir que je reprenne mon CV, que je le réactualise, que j'aille envoyer 1000 lettres de motivation toutes uniques avec mes CV, que sur ces 1000 lettres de motivation, j'allais avoir 20 réponses, dont 19 refus, et puis un entretien, on allait me dire, pourquoi notre entreprise plutôt qu'une autre, et tout ce genre de choses. J'avais pas forcément envie de retourner dans ce que j'appelle le corporate bullshit, concrètement, j'avais plus envie de ça. Et je pense que j'ai peut-être envoyé 2 lettres de motivation avant de me dire, en fait, non, j'ai pas envie. En fait, là, j'ai envie de tester autre chose. Et je vois pas trop à quel autre moment, en fait, toutes les étoiles pourraient s'aligner pour que je puisse le faire, en fait. Parce que, en effet, j'ai commencé ma conciergerie pendant mon alternance. Je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Il y a une fois ou deux où j'ai dû quitter le boulot en prétextant quelque chose parce qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à ouvrir leur boîte à clés, qui avaient perdu les clés, qui s'étaient enfermés dehors. C'est pas compatible, en fait, avec ce genre de métier. Certains y arrivent très bien et tant mieux pour eux, mais moi, j'ai pas réussi. Et je me suis dit, en fait, là, tu es dans une situation où tu es au chômage, où tu as déjà commencé ta conciergerie, où ça commence à plus ou moins fonctionner, je commence à avoir des gens qui viennent vers moi. En fait, c'est quand j'ai un peu calculé tout ça que je me suis dit, en fait, c'est quoi, on va se mettre à fond et on va voir ce que ça donne. Ok. Donc, déterminé, tu lances ta conciergerie, tu commences à la développer. Comment tu as tes premiers logements? Alors, mes premiers logements sont un peu venus à moi. Donc, le premier logement, c'était celui de mon médecin, qui avait un bien qu'il avait acheté à une vingtaine, trentaine d'années, qu'il avait mis en longue durée, il ne savait plus trop quoi en faire parce que ses locataires partaient. Et je lui ai proposé du coup de le gérer. Pareil, ça c'était du coup pendant mon alternance. Donc voilà, c'était quelque chose que c'était même pas dans une ville très 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 attractive. Donc il n'y avait pas énormément de réservations, donc je pouvais me permettre de gérer ça à côté. Et ensuite, les biens que j'ai eus par la suite sont arrivés grâce au réseau des co-hôtes expérimentés d'Airbnb, qui est vraiment un super système. Faut le rejoindre. Voilà, faut le rejoindre quand on a l'occasion. Et là, pour le coup, je peux que remercier mes parents, parce que les bonnes notations qui m'ont permis de rejoindre ce réseau venaient du fait que je gérais en fait la chambre de mes parents. T'es en co-hôte déjà? J'étais hôte principale d'ailleurs. D'accord. C'était mon annonce. Oui, c'est toi qui l'as créé. Voilà, c'est moi qui l'ai créé sur mon compte. Donc en fait, j'étais super bien notée et ça m'a permis de rejoindre ce réseau-là. Et d'avoir les premières personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'ils avaient un bien, qu'ils avaient besoin que quelqu'un les gère pour eux. Ouais, c'est super ce programme. Tant qu'il existe, il faut vraiment le rejoindre. Donc il y a des conditions de notes, de nombre de séjours. Exactement, de taux de réponse. C'est ça, et d'avoir au minimum une micro-entreprise. C'est ça. Ok. Donc oui, tu as eu ton premier bien finalement par ton réseau. Exactement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir les biens suivants?
Alors, comme tu l'as dit dans ton intro, on est en Île-de-France. Je suis clairement pas la première à lancer une conciergerie en Île-de-France. Je suis clairement pas la dernière à le faire non plus. Et je dirais que ça faisait partie un petit peu de mes peurs qui me faisaient me dire, mais en fait, trouve-toi un boulot. Parce que comment, dans cet océan de conciergerie, de billets en courte durée, comment est-ce que tu vas tirer ton épingle du jeu? Et c'est très rapidement que je me suis dit qu'il fallait que je développe en fait un facteur différenciant. Et je voulais, pour pas me tuer à la tâche, il fallait absolument que ce facteur différenciant soit par rapport à quelque chose que j'aime et que je pouvais apporter en plus. Parce qu'en effet, toutes les conciergeries gèrent les check-in, les check-out. Toutes les conciergeries font de la communication. Toutes les conciergeries créent et optimisent des annonces. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre mon amour pour la décoration et pour le homestaging à mon entreprise. Et j'ai développé mon offre de décoration, en fait. L'offre de décoration que je faisais en plus. Donc, un chantier déco, parce que souvent, mon approche, quand j'approchais des propriétaires, c'est que je leur disais, écoutez, on est en Île-de-France. En Île-de-France, des biens à louer en Airbnb, Booking, en fait, il y en a des tas. Le but de tous les propriétaires, c'est de louer le plus possible et le plus cher possible. Et ça tombe bien, c'est le mien aussi, vu que je suis payée à la commission. Et donc, pour accompagner mes propriétaires là-dedans, je leur disais, Airbnb, c'est Google, en fait. Quand on fait une recherche sur Google, on va rarement plus loin que la première page. Même si les résultats de la deuxième et de la troisième page sont certainement pertinents. Comment on peut faire pour essayer de se démarquer et être en première page? Et quand on est en première page, comment est-ce qu'on fait pour qu'un voyageur potentiel aille cliquer sur notre annonce plutôt qu'une autre? Et je disais, voilà, votre bien, il est super beau, bien placé, 40 mètres carrés. Mais entre un 40 mètres carrés où tous les murs sont blancs et un autre 40 mètres carrés, on va, je sais pas, avoir un mur fuchsia, une commode un petit peu, je sais pas, jaune fluo, ou j'en sais rien, ou un baby-foot, ou un jacuzzi pour ceux qui ont plus d'argent. Sur qui on va cliquer, en fait? Et donc, de la même manière que moi, il fallait que j'ai mon facteur différenciant, je disais aux propriétaires, vous aussi, il vous faut un facteur différenciant que je vous propose d'apporter. Et donc, je leur proposais de bloquer en fait l'annonce pendant une semaine et de leur dire, voilà, en une semaine, voilà ce que je vais faire au moindre coût. Et en fait, je vous refais en fait la décoration du logement. Donc, c'est pas des grosses œuvres, je vais pas refaire la plomberie, mais par contre, je vais faire en sorte que l'appartement, il se démarque. Ok. Et ça a bien pris, ça? Ça a super bien pris. Aussi parce que je pense qu'au début, j'avais tellement pas confiance en moi que je me suis vraiment bradée. À savoir que les deux premiers, je les avais fait même gratuitement. Oui. Je m'étais bloquée. En fait, je demandais juste au propriétaire de me payer mon matériel, mes pots de peinture, etc. Mais je le faisais gratuitement. D'une certaine manière, ça m'a permis de les signer. D'une autre manière, ça m'a aussi permis de le montrer en fait sur Instagram, de commencer à montrer un peu des avant-après et de dire, regardez, ce logement, je l'ai pris. On était à 55 € la nuit. Et regardez comment j'ai fait ce mur, le tableau que j'ai mis là, le motif que j'ai fait avec la peinture à cet endroit-là. Aujourd'hui, on est à 75 € la nuit. Et en fait, sur un mois, ça fait totalement la différence. Et pour ça, j'avais commencé à des petits forfaits de 300 €, puis on est monté à 500. Et le dernier que j'ai fait, c'était la dame a payé 1 000 € pour que je refasse en fait la décoration de sa maison. Génial, parce que du coup, c'est bien aussi de le dire qu'au début, tu n'as pas fait payer ton temps. Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile au démarrage d'avoir des clients. Mais en fait, même si tu les as pas fait payer, tu as eu plus ou moins des avant-après. C'est ça. J'allais dire des témoignages, mais ce n'est pas vraiment des témoignages. Peut-être que tu en as eu. Non, j'en ai pas eu, mais en tout cas, j'ai eu de la social proof. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, quand je parle de l'offre déco, je peux toujours dire, écoutez, si vous voulez, je vous envoie mes avant-après. Comme ça, vous voyez un peu ce que je suis capable de faire. Et donc, ça fait augmenter la bibliothèque. Sur le site internet aussi que tu m'avais clairement conseillé de créer, il y a toute une partie chantier déco où en gros je fais des montages vidéo d'une pièce avant et d'une pièce après, et ça aussi ça fait son effet. Ouais, et ton avant-après d'ailleurs, je sais pas, peut-être tu peux le faire, je sais pas si tu l'as fait, en étude de cas, en disant avant c'était 50 € la nuit comme tu disais, après cette déco-là on peut louer 75 € la nuit, c'est ça que tu montres? Exactement. Ouais, ça c'est génial parce que c'est plus facile, j'imagine, de convaincre maintenant. Ah, mais totalement. Et là, pour le coup, autant au début, j'avais pas forcément confiance. J'ai pas de diplôme de homestaging. Je suis pas une Valérie Damido. J'ai pas du tout cette prétention-là. Mais au fur et à mesure, il y a aussi la confiance qui vient de me dire, écoutez, j'ai déjà fait ça pour l'appartement numéro 2. L'appartement numéro 8, j'aurais aucun problème à le faire. De tester aussi des nouvelles choses de plus en plus audacieuses et de se rendre compte qu'en fait, c'est aussi ça qui plaît. C'est-à-dire que le voyageur va pas dire, j'ai choisi cette annonce plutôt qu'une autre parce que ici vous avez un mur rose, mais je pense que c'est quelque chose de très inconscient de dire dans un océan d'appartements dont les murs sont blancs, instinctivement on va aller cliquer sur celui qui a la couleur, qui attise le regard. Oui, c'est sûr que quand il y a de la couleur, le regard se porte directement sur cette annonce. Ouais. Quand tu as démarré, tu dirais que c'était quoi le plus dur? Je dirais que c'est clairement c'est se sentir légitime, quoi. C'est
les clients qui voient une fille haute comme 3 pommes, leur dire écoutez, voilà, moi, ma commission, elle va être de autant. Et en plus, si vous prenez la déco, ça va être à autant. Et que les propriétaires ont un peu cette idée reçue qu'une conciergerie, c'est être devant un PC, c'est faire des petits paramétrages pendant peut-être une demi-journée, et puis après, laisser la chose en autonomie. Alors qu'en fait, c'est une fois que justement l'annonce a du succès, et c'est mon but, en fait, le succès de l'annonce vient aussi avec des demandes, des litiges, de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de déplacements à avoir. Et donc, je dirais que le plus compliqué au début, c'est de parler avec des propriétaires qui disent écoutez, voilà, je trouve votre commission, elle est quand même un peu élevée. Moi, j'ai pas un très grand logement, est-ce qu'on pourrait pas plutôt faire comme ça? Et le ménage, il est de autant, on n'est peut-être pas obligé de toujours nettoyer le jardin, donc du coup, est-ce qu'on pourrait pas baisser le ménage en fonction du nombre de jours, du nombre de réservations? Enfin, t'as eu beaucoup de négociations? Beaucoup. Enfin, je trouve que vraiment, le problème de certains propriétaires, c'est que beaucoup espèrent avoir en fait une offre à la carte. Et je leur dis, je fais en fait d'un point de vue, ne serait-ce qu'un d'un point de vue comptable, en fait, je m'en sors pas si je dis que pour ce propriétaire, on est à 18%, celui-là 19%, celui-là il a de beaux yeux, donc je vais plutôt le mettre à 21%. Non, en fait, et après, je pense que ça venait de moi aussi, du manque de confiance que j'avais. Du coup, ils ont senti en moi cette idée qu'ils pouvaient se permettre en fait de me demander de baisser les prix. Alors qu'au final, je pense être plus ou moins au diapason de la plupart des conciergeries de ce côté-là. Et donc, du coup, ça a vraiment essayé de surmonter la chose en disant, en fait, mon offre, elle est unique. Et ça prendra ou à laisser. Et sinon, écoutez, trouvez la conciergerie qui vous siera le mieux. On a d'ailleurs bossé ensemble sur Beaucoup. cette offre. Comme je disais dans l'intro, tu es membre de la Conciergerie Academy, anciennement l'école des conciergeries. Et je me rappelle aussi des déboires avec certains propriétaires. Il y en a eu. Est-ce que le fait que tu aies cette offre unique et maintenant cette légitimité avec le homestaging, tu sens que maintenant tu es légitime? Je me sens beaucoup plus légitime que je l'étais à l'époque. Est-ce que je me sens hyper légitime? Peut-être pas. Ça commence à venir. Mais en tout cas, oui, beaucoup plus. C'est-à-dire que maintenant, j'ai envie de dire que les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. En effet, quand on arrive et qu'on dit écoutez, voilà, j'ai 2 biens, l'un c'est celui de mon médecin, l'autre c'est celui de ma tante, c'est un peu plus compliqué de convaincre qu'en arrivant en disant écoutez, j'ai 15 biens, avec des propriétaires qui sont là parfois depuis 1 an. Si mes propriétaires ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils estiment que ça fonctionne. Et donc oui, clairement, il y a pas à dire, hein, ça fait la différence. Comment t'es passé de 3 à 15 logements? Alors, premièrement, le homestaging. Deuxièmement, aussi le fait, voilà, comme j'ai dit, que je m'étais peut-être un petit peu bradée au début. Ça m'a permis de signer assez vite. Et, puis je pense aussi le fait que je suis très arrangeante, pas dans le sens où je vais changer mon offre pour mes clients, mais c'est que je peux comprendre aussi que pour un client, ça peut faire peur. C'est-à-dire qu'il y a certains clients qui arrivent, qui font au final leur propre conciergerie, c'est-à-dire qu'ils vont gérer leurs biens autant qu'ils peuvent, mais qui s'en sortent pas parce qu'ils travaillent à côté. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire en sorte, écoutez, vous avez besoin qu'on s'arrange pour ça, on essaye. Maintenant, on va pouvoir s'arranger pendant peut-être 2 semaines, mais par contre, après, il va falloir qu'on revienne à mon système tel que je le disais au début. Donc, essayez en tout cas de se mettre à la place du client, essayez aussi de personnaliser aussi. Ce qui demande, moi, je fais du homestaging, tous les appartements que je prends ne nécessitent pas de homestaging. Mon but n'est pas de dire, prenez mon offre, payez 500 € et je vais vous refaire le logement. Ça sert à rien. Il y a des très beaux logements, on peut les lancer directement. Il y a 2-3 choses à faire, parfois un peu coûteuses. Je pense à une de mes propriétaires où, clairement, il y avait un souci avec sa douche. Et je lui disais, écoutez, pour l'instant, ça fonctionne, mais je pense que d'ici 4-5 mois, la douche, elle sera à refaire. Évidemment que sortir un billet de 800 € pour refaire sa douche, tout le monde ne peut pas se permettre de le faire. Mais par contre, je lui dis, voilà, on commence là. On va mettre des petits pansements sur une jambe de bois pendant un temps, histoire de prendre nos premières réservations, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Mais d'ici le mois, je ne sais plus quel mois je l'avais dit, il faut que, si on veut que ça se passe bien, il faut que ce soit fait. Ouais, ok. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? C'est compliqué de répondre à cette question. J'avais fait un post d'ailleurs sur Instagram où je répondais à la question quel est le journée type d'une conciergerie? En vrai, il n'y en a pas. Parce que déjà, la journée, elle ne commence pas forcément toujours à la même heure. Elle ne se finit pas toujours à la même heure aussi, malheureusement. Parfois, on a l'impression qu'elle ne se finit pas. Mais je dirais que si vraiment il y a un socle commun à toutes mes journées, c'est répondre à mes messages, à mes mails. Soit des propriétaires. Il y a les propriétaires qui clairement donnent les clés et puis tant que ça fonctionne, c'est très bien. Puis il y en a d'autres où c'est limite, il faut leur faire un bulletin détaillé de tout ce qui se passe toutes les 2 heures. Donc je vais répondre à leurs messages en priorité. Répondre aussi, heureusement, à certains propriétaires qui voudraient rejoindre aussi l'aventure à 2 pas et qui me posent des questions sur comment ça fonctionne, qui s'y connaissent pas du tout. Mes rendez-vous avec mes prospects qui, je l'espère, deviendront des clients.
répondre aux questions des voyageurs qui demandent s'ils peuvent arriver à 10h au lieu de 17h, si je peux leur mettre à disposition 3 places de parking au lieu d'une. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, c'est le moment où je sors de chez moi et où en fait je vais faire une tournée des appartements qui ont pas de réservation ou qui ont une réservation qui arrive plus tard dans la journée pour vérifier si le boulot a été bien fait, pour vérifier le niveau des consommables, pour aussi réfléchir à des optimisations. Parce que pour moi, justement, pour aller par rapport à cette idée reçue que c'est juste un paramétrage au début puis on laisse tourner la machine, non, en fait c'est une optimisation qui se fait toujours en continu. C'est voir le logement et dire ce serait bien qu'on investisse dans ça, ce serait bien qu'on fasse ça. Et puis, du coup, renvoyer un mail aux propriétaires en question pour leur proposer ces optimisations. Ouais, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, mais les appartements qui se louent en location courte durée sont utilisés de manière intensive. Donc, ils s'abîment assez vite. Et puis, des fois, un coup de peinture pour rafraîchir, ça peut tout changer. Du mobilier qui s'abîme, ça arrive régulièrement. Donc, c'est bien aussi de rappeler aux propriétaires que un logement, OK, on a donné les clés à la conciergerie, mais il va falloir investir quand même dans le rafraîchissement régulièrement. L'entretien, le rafraîchissement, oui. C'est ça. Et c'est le boulot de la conciergerie, parce que c'est la conciergerie qui voit le logement, comment il vieillit. Donc, c'est important, dès le premier logement, déjà, de voir l'état, de faire un état des lieux. Ce n'est pas vraiment le terme, parce que c'est un terme plutôt de gestion immobilière, mais c'est vraiment de voir à l'instant T, on prend le logement, il est dans quel état. Et on regarde peut-être tous les 2, 3, 4 mois, tous les trimestres, comment il évolue. Et ensuite, on fait un rapport au propriétaire, effectivement, là, vous voyez, ça a mal vieilli. Peut-être que la qualité de ce mobilier n'était pas très bien. Donc, on va le changer ou il va falloir penser à le changer. Pour ceux, par exemple, qui n'utilisent pas, pour les conciergeries, qui n'utilisent pas des draps à eux, mais qui utilisent les draps des propriétaires, c'est souvent le point où il y a beaucoup de choses à changer. Le linge s'abîme très très vite parce que c'est pas fait pour de l'usage intensif. Donc en général, quand on utilise le linge des propriétaires, quand on n'est pas encore professionnalisé parce qu'on vient de démarrer, il faut le dire aux propriétaires, dans 3 mois, on va les rechanger. Du coup, de ce côté-là, j'ai quand même aussi de la chance. C'est vrai que je parlais beaucoup du homestaging parce que c'était vraiment mon point différenciant que j'apportais de ma personne. Un autre point différenciant, c'est que pour des questions logistiques, je fais en sorte de mettre à disposition le linge qui n'est pas forcément mis à disposition par moi, mais qui est mis à disposition par les femmes de ménage. Donc, elles avaient toutes les deux... du coup, maintenant, j'en ai 3. J'ai 3 femmes de ménage qui mettent à disposition en fait, leur linge. Donc, c'est aussi checker leur linge et leur dire, écoutez, ce linge de base, il était blanc. Aujourd'hui, il est plutôt blanc qu'assez gris. Voilà, peut-être temps d'en prendre d'autres. Et puis aussi d'apporter ma contribution, parce que je sais que c'est aussi mes voyageurs qui font que le linge s'use. Et donc, je m'organise avec mes femmes de ménage pour dire, écoutez, on va faire un nouveau stock. Et on se le fait en moite-moite parce qu'au final, c'est votre linge, ça reste pas le mien. Mais je veux quand même que quand mes clients arrivent, ils aient un linge propre et beau, en fait, qui donne envie. Ok, donc tu as décidé de partager les frais sur ça. C'est ça. Ok. Pourquoi tu as décidé de... On va parler un peu de la formation que tu as faite. Pourquoi tu as décidé de te former déjà dans un premier temps ? Je pense que c'est aussi mon côté scolaire. J'étais étudiante en arrivant, donc c'est vrai que moi, j'ai très cette vision de quand tu veux te lancer quelque part, essaye d'avoir le plus d'armes possible. Et en effet, il y a des armes qui sont sur le tard, et tant mieux. Je continue d'apprendre, ma formation, elle est pas finie au final, j'apprends tous les jours. Continue, ouais. Mais en tout cas, j'avais besoin d'avoir un socle solide, parce que je me rendais bien compte que quand j'avais eu cette première idée, de me dire, je me lance en conciergerie, il y a toujours cette peur. En fait, dès qu'on fait un pas, on fait un pas et on a peur. Est-ce qu'on a bien fait ? On attend. Ok, c'est bien. Je fais le 2e pas. On attend. On a un peu peur. Ok, 3e pas. Qui en fait me faisait perdre un temps énorme. Et certainement que certains de mes pas étaient bons, mais en fait j'avais besoin de cette assurance qui me disait ok, je vais faire ça parce qu'il y a quelqu'un derrière moi qui a fait de la conciergerie, avec qui ça a bien fonctionné et qui me dit ok, c'est bon, vas-y, fais-le. Maintenant, c'est évidemment des choses qui sont toujours à adapter en fait à notre situation. Je pense qu'on fait pas de la conciergerie en Île-de-France comme on en fait au sud de la France ou au nord. Mais en tout cas, j'avais besoin de cette assurance-là, de me dire ok, c'est la bonne chose à faire. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu attendais d'une formation, d'un accompagnement ? Alors, du coup, je fais vraiment la différence entre formation et accompagnement, parce que des formations, au final, je vais sur YouTube, j'en trouve gratuitement je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec YouTube, les réseaux sociaux, je pense que quel que soit le sujet, on peut trouver des formations pertinentes, gratuites sur Internet. Et des formations de conciergerie, j'en ai fait en veux-tu, en voilà. J'ai regardé tout plein de vidéos YouTube, j'ai regardé toutes les tiennes et d'autres encore. Mais moi, vraiment, ce qui me plaisait et ce qui a fait que j'ai décidé de te rejoindre, c'était vraiment cette notion d'accompagnant. Parce que de la même manière que moi, par rapport à mes propriétaires, je pense qu'il y a vraiment
un accompagnement spécialisé, personnalisé que je dois leur offrir par rapport à leur logement, à la situation du logement. Un studio au 3e étage sans ascenseur, c'est pas la même chose qu'une villa avec une piscine. C'est pas la même manière de marketer. Moi, ce que j'aimais dans ta démarche, c'est que tu te mettais vraiment au diapason en fait, des gens que tu suivais. Tu t'es vraiment mis à mon diapason à moi, avec mes horaires, avec mes peurs. Parce qu'il y a des gens qui commencent de la conciergerie, mais qui sont des serial entrepreneurs, qui ont fait tout plein d'autres choses avant, et qui vont pas forcément venir avec le même état d'esprit que moi, qui ne suis pas une entrepreneuse, qui était étudiante, qui a pas si longtemps se voyait en CDI. Et je pense que tu m'as vraiment aidée par rapport à ça. Et si vraiment je dois retenir quelque chose sur lequel vraiment je retiens, il y a en effet toute la partie opérationnelle de là, je fais ça, là, je me dis ça, là, je me dis ça. Là, parfois, c'était même là, tu cliques là et tu fais ça. Donc, c'était vraiment très, très, très dans l'opérationnel. Mais c'était vraiment en fait ma gestion de clients, de cette peur de se dire, mais en fait, là, maintenant, j'ai personne, je suis au chômage, j'ai besoin d'avoir des clients. Donc, en fait, je vais prendre tout le monde. À tel point que, du coup, parfois, j'ai pris des clients qui n'avaient pas la même vision que moi, qui ne me correspondaient pas, qui me prenaient la tête si vraiment on doit aller au bout des choses. Et que tu m'as dit, mais en fait, juste arrête de bosser avec ce client-là, enfin, perds pas ton temps, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'est arrivé 2 fois. Il y a un de mes clients avec qui on est en train de s'arrêter. Et vraiment, en fait, je pouvais pas espérer mieux. C'est-à-dire que c'est une perte de temps incroyable. Et si je veux vraiment que ma conciergerie avance, il faut que je puisse avoir en fait, une clientèle de qualité, avec laquelle je m'entends bien, avec laquelle on a la même vision. Ça arrive souvent, ça, le fait que les premiers clients, on accepte et on se rend compte que c'est pas les clients qu'on voulait. Ça m'est arrivé. Ça arrivé à beaucoup de personnes, beaucoup de conciergeries que je connais. En fait, c'est bizarre à dire parce que quand on démarre, on se dit, bon, c'est le premier client, on va accepter. Sauf que le premier client, souvent, on ne sait pas pourquoi, il a ses conditions et il ne veut pas déroger à ses conditions. Mais en fait, c'est parce qu'on ne se sent pas légitime, je pense que ça vient de là. Et on se dit, bon, ben, je ne vais pas lui dire non, c'est comme ça et pas autrement. Donc, je vais accepter ce client. Et au final, tu as vu où ça t'a amené avec ce client. On a le même client en tête, je pense. Et ça arrivait à d'autres personnes que j'accompagne dans l'académie. Et ben en fait, partir de cette relation avec ce propriétaire, ça t'a été bénéfique? Oui, en fait, je pense que j'ai laissé... Je ne me souviens plus du proverbe, mais parfois, il faut pouvoir laisser passer des choses pas ouf pour que des choses bien meilleures en fait, arrivent. Donc, en fait, j'ai laissé la place parce que ça me prenait énormément de temps, à me demander de plus en plus de choses à faire à titre gratuit en plus. Mais en fait... Quand je lui ai dit, écoutez, en fait, là, maintenant, on va s'arrêter, j'ai eu cette angoisse de me dire, en fait, c'est con, parce qu'elle m'avait dit... Enfin, voilà, avec elle, il y avait un peu ce truc-là. Elle me disait, écoute, j'ai ma sœur qui a aussi un bien, donc si on travaille ensemble, tu travailleras avec elle aussi. Et j'ai quelqu'un d'autre. Enfin, autour de moi, j'ai que des entrepreneurs, des investisseurs immobiliers. Donc, si tu travailles avec moi, tu travailleras avec eux. On a tous eu ce client. Voilà, tous. Et au final, quand j'ai arrêté de travailler avec elle, je me suis dit, j'ai perdu tout plein d'opportunités, c'est trop bête, j'aurais pu travailler avec sa sœur et son frère et son cousin germain. Et au final, j'ai perdu ça. Et je crois que... on a plus gagné, en fait. J'ai plus gagné, parce que je pense sincèrement, sans mentir, je pense qu'après avoir arrêté avec elle, ça m'a aussi permis d'augmenter aussi mon niveau de confiance et de dire, en fait, je vais perdre du temps à essayer de me mettre au diapason de ce qu'ils veulent et d'avoir une offre à la carte. Parce qu'au final, elle m'a fait perdre du temps, elle m'a même pas fait gagner tant d'argent que ça. Et j'ai eu d'autres clients après qui ont directement été OK avec mes conditions aussi, parce que parfois c'était des gens qui eux-mêmes géraient des biens et qui savaient qu'en fait c'était un petit peu plus complexe que ça. Et du coup, j'ai eu d'autres clients après avec qui ça s'est hyper bien passé. Donc, c'est que du positif. Et même le client que je suis en train dont je suis en train de me séparer aujourd'hui, je sais qu'il n'y a que du positif qui m'attend. Et je lui souhaite d'ailleurs de trouver une conciergerie qui se mettra à son diapason à lui. Peut-être que ce propriétaire va se rendre compte qu'en fait, ses conditions étaient trop extrêmes aussi, peut-être. La propriétaire, justement, que j'avais, la première, celle que j'avais laissée, ne travaille plus avec une conciergerie aujourd'hui. Je pense qu'elle s'est bien rendue compte que c'était pas ce qu'il lui fallait. Il lui fallait une assistante personnelle 24 heures sur 24 dédiée. Mais je vois tout à fait le type de client. Je l'ai eu aussi. Et qui promettait de travailler avec un tel. Voilà. On l'a tous eu, mais je comprends. Ouais. C'est souvent un soulagement d'arrêter avec ce type de propriétaire. C'est dommage, en fait, que certains propriétaires ne comprennent pas le métier de conciergerie, que c'est complexe. C'est pour ça que aussi le but, c'est de professionnaliser le secteur, que le podcast existe pour faire connaître plus le secteur. Si je reviens sur ta conciergerie, donc aujourd'hui, tu m'as dit qu'elle avait quoi, 1 an? Elle a 1 an et demi. 1 an et demi? T'es fière de ce que tu as créé? Est-ce que c'était le bon choix? Je pense sincèrement que c'était le bon choix. En fait, c'est marrant parce que du coup, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon équilibre à l'époque où justement j'étais en alternance, où j'essayais de faire taire un petit peu
toutes mes angoisses sur le fait que le salariat, ça m'allait pas forcément, que travailler pour un patron, ça m'allait pas forcément, qu'en fait, même le boulot, il était super loin de chez moi. Je me tapais 1h30 de route tous les matins. J'essaie de faire taire tout ça en me disant, bah, écoute, là, t'as trouvé ton truc, vas-y, c'est bien, reste là, reste en place. Je me suis dit, t'as fait tout ce qu'on t'a demandé. T'es allé à l'école, t'as eu ton diplôme, t'es allé à la fac, t'as eu ton diplôme, t'as une alternance, le CDI arrive, bientôt on devient propriétaire. Donc en effet, il y avait eu toute cette angoisse en partant, que là, autant je suis pas forcément arrivée encore au point auquel j'ai envie d'arriver avec ma conciergerie, mais je me rends compte que pour rien au monde, en fait, je referais marche arrière, même en tout cas, même pour le CDI qu'on me promettait à l'époque. Génial. En tout cas, tu es passé de 3 à 15 logements depuis que tu t'es développée. Moi, je suis très contente de tes résultats et pour te féliciter, je t'ai ramené un petit cadeau. Oh, j'adore. Je te laisse l'ouvrir et le découvrir. J'adore les cadeaux, alors. J'adore. Incroyable. Merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Je sais pas à quelle caméra je dois regarder, mais... Je pense que c'est devant toi. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est marqué dessus? Alors, la Conciergerie Académie promo 2025, avec mon petit nom écrit dessus. J'aime beaucoup. Une clé, c'est symbolique. Magnifique. Merci beaucoup. Donc, bravo déjà pour tes résultats. Je la garderai précieusement. On est bientôt sur la fin de l'épisode. J'ai quelques questions encore à te poser. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise sur toi depuis que tu t'es lancée? Une leçon que j'ai apprise sur moi. Alors, ça va paraître un peu pédant, mais après, en fait, c'est très bateau, mais de se dire que si vraiment on se donne, sur quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, sur lequel on est passionné, on peut que y arriver. Ça prend le temps. Ça m'a pris plus de temps que je le pensais. Enfin, moi, au départ, quand je vois parfois des gens, je regardais parfois des vidéos qui disaient, voilà, en 5 mois, j'ai eu 100 logements. Ça n'a pas été mon cas. Mais en tout cas, c'est vraiment de se dire qu'en fait, je peux pas tricher. Pour moi, quand j'étais en alternance, il y a une partie de moi qui trichait. Là, maintenant, je fais quelque chose que j'aime. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est un luxe. Je me rends compte que c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre de dire, aujourd'hui, je fais un boulot qui me plaît, je suis contente de me réveiller le matin, je suis contente des interactions que j'ai. C'est pas comme si la conciergerie, c'était tout rose. Il y a évidemment des moments où tu as juste envie de prendre la table et de tout envoyer bouler. Mais en tout cas, oui, quand je fais un petit peu le bilan, quand je regarde derrière moi et que je regarde le chemin parcouru, je suis en fait hyper fière de ce que j'ai fait. Je suis hyper contente de la relation que j'ai avec les clients avec lesquels je continue de travailler. Quand j'ai un voyageur, parce que voilà, je mets souvent des petits paniers d'accueil un peu sympas. Et voilà, je dirais que pour un voyageur qui n'est pas content parce qu'on ne l'a pas laissé rentrer à 11h au lieu de 17h, en fait, avoir le client qui dit, voilà, je suis arrivé dans l'appartement, il est nickel, merci beaucoup pour le panier d'accueil, les petites attentions. Enfin, ça fait juste trop chaud au cœur. C'est profondément humain. En effet, il y a toute la partie logistique, paramétrage derrière l'ordinateur. Mais je trouve que l'équilibre entre cette partie-là, très informatique, derrière l'écran, et d'un autre côté, la partie humaine, où en fait, on va à la rencontre des propriétaires qui ont un bien, qui ne savent pas quoi en faire, qui galèrent, qui veulent qu'en fait, ce bien leur apporte assez d'argent pour pouvoir faire d'autres projets, et de se dire, je vais pouvoir participer d'une certaine manière avec ma conciergerie à ça. Aussi les voyageurs qui discutent, qui disent, voilà, on vient, c'est notre lune de miel, on vient dans le logement pour ça, ou pour fêter l'anniversaire de ma fille, ou ce genre de choses. Ça a énormément de valeur, c'est juste incroyable. Super retour. J'ai 4 questions que je pose à chaque épisode. C'est quoi ta plus grosse erreur qui te fait rire aujourd'hui? Alors, ma plus grosse erreur, c'est d'être yes man, en fait. C'est de dire oui à tout. Non seulement que ce soit les propriétaires à dire 15% au lieu de 20, ok, allons-y. Voilà, ça, clairement, non. Ceux dont je leur dis mon offre et qui me disent, est-ce que vous pourriez pas faire ça en plus, et de dire oui, ça, je le ferai plus. Et d'autre part, les voyageurs qui font une réservation en janvier pour arriver au mois de juin, qui disent, écoutez, notre avion, il atterrit à 6h du matin, est-ce qu'on pourra rentrer à 10h? On dit oui. Sauf qu'après, en fait, les mois passent, on arrive au mois de juin et la personne dit, en fait, on est là et en fait, ça va pas du tout parce que le check-out, il est à 10h et il faut trouver une solution et c'est très compliqué. Voilà. Ouais. Donc, un peu trop dire oui. Ok. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu as demandé à un client? Alors, le truc le plus bizarre, je sais pas forcément de choses bizarres. Propriétaire ou voyageur? Voilà, donc du coup, je vais plutôt aller au niveau des voyageurs. Oui, c'est les voyageurs, comme je disais, un groupe qui allait dans une grosse maison où c'est clairement dit, écoutez, on a une place de parking sécurisée et qui demande, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir 3 places de parking juste pour notre séjour? Toujours abusé, quoi. Un petit, voilà, toujours plus. Donc oui, non, c'est peut-être le truc le plus bizarre. Ou alors non, j'ai encore mieux, parce que c'était hier.
un de mes logements à Saint-Ouen. En fait, c'est un logement qui est au rez-de-chaussée. Et parce que c'est au rez-de-chaussée, on a fait le choix que... donc, c'est un logement qui est très, très lumineux, des grosses fenêtres. On a fait le choix que ces grosses fenêtres ne puissent pas s'ouvrir, parce qu'on a peur, voilà, si la personne part, qu'elle laisse la fenêtre ouverte, qu'il y a un vol ou quoi que ce soit. Mais il y a des plus petites fenêtres qui s'ouvrent pour avoir quand même de l'air. Et le logement est dans une cour, et donc on peut quand même ouvrir la porte. Donc on peut aérer le logement. On a une dame qui déjà me demande si elle peut arriver à 14h au lieu de 17h. Donc bon, c'est pas grave, je m'organise. On la fait rentrer à 14h, il n'y a pas de souci. 14h30, 5 appels manqués. Donc moi, j'ai bien fait de la faire rentrer à 14h. 5 appels manqués, je la rappelle, et elle me dit écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je puisse ouvrir les grosses fenêtres ? Et je lui explique, je fais non, du coup, voilà, comme on est au rez-de-chaussée, on laisse en tout cas, vous pouvez ouvrir les petites fenêtres, vous pouvez ouvrir la porte. Voilà, vous pouvez ouvrir la porte, il n'y a pas de souci. Et pétage de plomb, oui, mais non, mais moi, ça me va pas, moi je suis claustrophobe, j'aime pas du tout, fallait prévenir. Donc en soi, je précise, c'est une annonce qui est en ligne depuis plus d'1 an, on n'avait jamais eu de problème par rapport à ça. Et de là, je me dis, si elle est claustrophobe, écoutez, voilà, vous pouvez ouvrir la fenêtre, il y a la porte que vous pouvez grand ouvrir, vous êtes la seule dans la cour, donc vous n'aurez personne. Ouvrez-la et vous aurez de l'air. Non, mais moi, c'est les grandes fenêtres que je vais ouvrir, je me sens pas bien. Et de là, je sais qu'il y a claustrophobe et claustrophobe. Il y a claustrophobe médical et puis il y a claustrophobe. Je me suis réveillée un matin, j'ai décidé que j'étais claustrophobe et ça me va pas. Et je lui dis, écoutez, si vous êtes claustrophobe d'un point de vue médical, partez et on vous rembourse. Voilà, même si vous êtes déjà arrivé et que ça va pas forcément avec nos conditions d'annulation, s'il y a vraiment quelque chose de médical et que vraiment vous n'êtes pas à l'aise, partez en fait. Voilà, j'ai d'autres choses à faire de toute façon. Donc partez, on vous rembourse et on en finit. Et elle me répond, non, mais en fait, j'aime beaucoup l'appartement, donc j'ai quand même bien envie de rester. Et en fait, on se retrouve dans un bourbier où en fait, il y a l'option A, l'option B, mais elle veut que j'essaie de lui inventer une option C. Et l'histoire finit un petit peu en eau de boudin. Enfin, je lui dis, écoutez, les solutions sont là, dites-moi si vous voulez partir et je vous rembourserai, quoi. Et je rentre chez moi et de là, appel service client Airbnb, bonjour, on a été en contact avec la voyageuse qui est dans votre logement à Saint-Ouen, qui se plaint et qui aimerait qu'on trouve une solution. Et je réponds encore une fois, je dis, mais qu'elle parte et je la rembourse, il n'y a pas de problème. En plus, c'était une grosse réservation d'une semaine. Si j'allais m'amuser à être au téléphone avec elle tous les jours, en fait, à un moment, c'est comme mes propriétaires, à un moment, si ça va pas, il faut juste partir, quoi. Et je lui dis, écoutez, elle annule et on lui rembourse intégralement, il n'y a pas de problème. Service client Airbnb, oui, mais en fait, elle n'a pas envie de quitter le logement parce qu'elle trouve que le logement est vraiment, vraiment très beau. Elle est très, très satisfaite du logement. Elle aimerait beaucoup rester, quoi. Bah là, il n'y a donc pas de problème. Et il y a donc, je ne sais même pas s'il y a un problème ou pas. Je fais, écoutez, option 1, c'est ça. Option 2, c'est ça. Advienne que pourra, quoi. Et au final, service client Airbnb, on a bien discuté avec elle. Elle est d'accord de rester dans le logement. Donc, je ne sais pas ce qu'il est advenu de sa claustrophobie, mais apparemment... elle est plus claustrophobe. Elle est plus claustrophobe. Ok, excellent. Si tu devais conseiller à une personne qui hésite à se lancer, tu lui dirais quoi ? Je dirais de se former d'abord. Je dirais de regarder vraiment en long, en large et en travers ce que c'est la conciergerie. Parce qu'il y a une grosse différence entre, comme ce qu'on disait, ce que les propriétaires pensent, que c'est un petit truc qu'on fait derrière son PC de temps en temps chez soi, et la réalité du métier, qui est que parfois, je pense à une journée où justement j'en ai vraiment, vraiment, vraiment eu marre, où pendant une journée, en fait, je commence avec urgence à appartement 1, je rentre chez moi, puis urgence à appartement 2, qui était en fait à côté de l'appartement 1, mais entre-temps, j'étais rentrée chez moi, donc on reprend la voiture, on part à l'appartement 2. Pendant que je suis à l'appartement 2, je reçois un message parce qu'il y a une urgence à l'appartement 3. Je vais gérer l'urgence à l'appartement 3. Je rentre chez moi et je me dis, franchement, la journée, là, elle était compliquée. Venez, on va tous au Burger King. C'est moi qui invite et on se pose. Et au moment où je vais prendre la commande, en fait, il y a une urgence à l'appartement 4, qui est l'appartement où j'ai jamais eu d'urgence, alors que je crois que c'est l'un de mes plus anciens appartements. J'ai jamais eu d'urgence là-bas. Et c'est ce jour-là où j'avais déjà eu 3 urgences à 3 appartements, où il est 21h30 et on me dit on n'a pas d'eau et on n'a pas d'électricité. Donc j'ai mangé mon burger froid parce qu'il a fallu que j'aille gérer cette urgence d'abord. Donc c'est ça les réalités du métier de conciergerie. C'est des montagnes russes, c'est des jours où tout se passe bien parce que tout est bien fignolé, et puis il y a des jours où tout se casse la gueule et il faut pouvoir être là en fait. Ok. Et dernière question, tu dirais quoi à toi-même d'il y a 2 ans ? D'arrêter ses études, peut-être. Non, peut-être pas, parce que ça m'a énormément formée. Mais en tout cas, que ce temps-là, de faire en sorte d'écourter en fait, ce temps de réflexion. Parce que, comme je viens de le dire, au final, le seul moment où on peut vraiment avoir les réponses, le seul moment où on peut vraiment savoir si c'est fait pour nous ou si ça nous plaît, c'est le moment où on se lance. Parce que, en effet, tu m'as énormément aidée, tu m'as formée. J'ai été formée aussi par énormément de choses, par les autres concierges aussi dans la communauté quand je pose une question. Mais au final, le meilleur moyen de se rendre compte si ça nous va ou pas, c'est d'y aller, en fait. Donc, j'aurais commencé ce side seul plus rapidement, avoir peut-être 1, 2, 3 logements. Ça m'aurait pris moins de temps et peut-être qu'aujourd'hui, je serais à 35 biens, qui sait.
Mais tu es déjà satisfaite des 15? Je suis super satisfaite des 15 et je suis super satisfaite des 2 qui arrivent. Donc non, je suis très, très satisfaite. Top. Ben, merci en tout cas, Erika, pour Merci cet échange. Merci de ta transparence, de nous avoir expliqué comment faire dans un marché concurrentiel et qui est très concurrentiel, puisque c'est le marché le plus concurrentiel de France aujourd'hui. Je te remercie, puis je te dis à bientôt. À bientôt, Vanessa, merci. Si tu souhaites aller plus loin et obtenir les meilleures stratégies pour développer ton activité de conciergerie, abonne-toi à la newsletter Check-in Express et reçois chaque semaine des conseils actionnables. Le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.